Vous êtes sans doute tous allés une fois dans votre vie aux urgences. Émilie, je crois que tu en as une expérience toute fraîche. Eh oui, je suis tombée à vélo samedi dernier. J'ai attendu l'heure creuse. Je suis allée aux urgences vers 6h du matin en me disant « bon, ça devrait être rapide ». Eh bien non, je suis quand même sortie à midi. Si on te regarde bien, en effet, on voit que ça a été une expérience marquante au sens propre comme au sens figuré. Ouais, j'ai enlevé mon écharpe pour le bien des micros. On avait pensé à l'écharpe volée, mais c'est une autre histoire. Et on est bien d'accord qu'on attend longtemps. Voilà, C'est très pénible. longtemps, c'est pénible. Et bien parfois, ça peut être absolument grave. Je me rappelle, j'étais jeune interne il y a quelques années, je recevais un patient qui était dans un état absolument catastrophique. Il avait été pris en charge par les pompiers, puis par le SAMU, une trentaine de minutes, une éternité étant donné ce qu'il avait. On l'a reçu aux urgences, et là, il fallait lui faire un examen capital, qu'on appelle l'échographie. Malheureusement, le temps de lui faire l'examen, il était décédé. Il est mort de quoi ? Il est mort de ce qu'on appelle une rupture d'anévrisme de l'aorte abdominale, comme souvent en médecine, la seule évocation de la maladie fait tomber malade. En tout cas, c'était très grave, et on n'a pas pu vraiment le sauver. Et est-ce que si on avait pu faire cet examen, par exemple, dans le camion de pompiers, est-ce que peut-être on aurait pu le sauver ? En tout cas, on aurait pu le prendre en charge, peut-être l'opérer, et en effet, peut-être lui sauver la vie. Mais comme trop souvent, aux urgences, on attend très longtemps. Il y a plein de patients qui n'ont pas grand-chose à y faire. Imaginez que 6 millions de journées d'hospitalisation seraient évitables si d'aventure on pouvait les trier en amont. Sauf qu'il manque un outil. Et c'est là que cette fameuse échographie apparaît. L'échographie, elle répond à, au fond, deux questions assez simples. Est-ce que c'est grave ? Est-ce que c'est pas grave ? Et par ailleurs, quels sont les organes malades ? C'est l'outil universel d'accès au diagnostic. Et en plus, ça fait pas mal. L'échographie, c'est un examen qui est inoffensif. Alors on se demande, mais pourquoi est-ce qu'on ne l'utilise pas de façon systématique ? La réponse est là. En réalité, ce monstre, qui est un monstre de technologie sans doute, est un monstre tout court. Il est très difficile à manipuler, il est lourd, il est volumineux, il est utilisé par des spécialistes. Et donc, ce qu'on se dit, c'est qu'on voudrait en faire un usage tout à fait commun. D'où l'idée de vouloir le rétrécir et hop, le glisser dans la poche d'un médecin. Et donc c'est comme ça que toi, Mehdi, tu as eu l'idée de rétrécir l'échographie. Enfin, presque. Je n'étais pas tout à fait seul. Il y avait deux personnes que j'ai croisées il y a quelques années. Donc, c'est 3 lignes de vie qui ont évolué en parallèle. Vous avez Luc Jonvaux, qui est un brillant ingénieur, qui avait travaillé avec Philips à la conception d'une petite sonde d'échographie pluguée sur un ordinateur tout à fait rudimentaire. Et Pierre Bourrier, aussi bourru que Bourrier, du reste, comme l'image le suggère, qui est un type absolument énorme sur le plan théâtral et qui a forgé le concept d'échostéthoscopie. C'est quoi l'échostéthoscopie ? Au fond, c'est l'échographie qui remplace le stéthoscope. La stéthoscopie, ça fait 200 ans qu'on l'a et ça fait 200 ans que les médecins l'utilisent tout le temps. C'est l'outil de base de la médecine. Voilà. Depuis les années 1970, on utilise aussi beaucoup l'échographie. L'échographie donne la vue aux médecins, aux radiologues. Eh bien, avec le projet EchoPen, ce qu'on veut, c'est donner la vue à tous les médecins, rendre cet objet accessible de façon beaucoup plus large. En effet, et faire du diagnostic quelque chose de rapide, d'abord de possible, de rapide et de précoce. Possible parce qu'une femme sur 8 dans certains pays d'Afrique malheureusement décédera dans la suite de ses couches, ce qui est énorme. Et c'est autant de morts évitables si d'aventure on dispose d'un échographe pour toutes ces femmes. Rapide parce que parfois l'urgence le commande et il faut être en situation d'intervenir très vite. Ça peut être grave ou pas grave, ça peut être une appendicite ou, comme la maladie que j'évoquais tout à l'heure, quelque chose de beaucoup plus sérieux. Et précoce parce que les moyens aujourd'hui que confère la télémédecine permettent de prendre des images ici et de les diagnostiquer ailleurs. Et ça, c'est absolument décisif. Et donc, vous l'avez compris, l'idée, c'est que chaque médecin ait dans sa poche donc, un ordinateur réduit, son smartphone, et dans l'autre, un échographe réduit, un échographe EchoPen. Et la question maintenant, c'est comment est-ce qu'on réalise cet objet ? Parce que vous voyez sur scène, aujourd'hui, on est deux, il y a Mehdi, il y a moi. Mais EchoPen, ce n'est ni Mehdi ni moi. En fait, ce n'est ni une entreprise, ni une start-up, ni un laboratoire académique. C'est des gens, c'est une communauté de plus de 200 personnes. Nous sommes des médecins, des ingénieurs, des bénévoles, des apprentis, des informaticiens, des développeurs, des mécaniciens, des juristes, tout simplement des curieux. Et nous nous sommes organisés en une association. Une association, au fond, dont le challenge était moins technologique que méthodologique.
pas vraiment un challenge technologique, parce que les technologies aujourd'hui, elles sont là, elles sont maîtrisées, elles sont à l'air libre dans Internet. En revanche, la question était vraiment méthodologique. Comment l'intelligence collective peut s'organiser pour se donner et atteindre l'ambition de créer un tel dispositif? Et pour ça, nous nous sommes moulés à nos contraintes. C'est-à-dire qu'on veut un objet qui soit accessible, très accessible, qui ne coûte pas plus cher qu'un stéthoscope. Et pour ça, on fait un objet low cost. On est aussi open source. On a besoin de contributeurs, de scalabilité. Et donc, on est open source. On répond à un besoin médical. Nous sommes logés à l'Hôtel-Dieu. Et enfin, notre gouvernance est ouverte et nous avons recours au tirage au sort. En fait, on est toutes, en effet, à l'ouverture et à l'inclusion, qui est vraiment notre mot-clé. L'idée, c'est vraiment de bénéficier de toutes les compétences, dans toute leur diversité, et bien sûr des compétences techniques, médicales, mais toute nature qu'elles soient, on arrive à les convertir, et même au-delà de nos frontières. Nous avons reçu, il y a quelques semaines, la contribution majeure d'un développeur très talentueux, canadien, qui est arrivé à Paris, qui est resté une quinzaine de jours en résidence chez nous, et qui a multiplié par 5, excusez du peu, les performances de notre application. C'est un peu ça l'histoire qu'on est en train d'écrire. Et au fond, on se vit quelque part comme une interface. Une interface entre un milieu liquide, qui est ce milieu un peu agile, informel, des hackers, des makers, des Fab Labs, et un milieu académique. Ce milieu académique a certes ses pesanteurs, mais c'est aussi un milieu qui a capitalisé un formidable savoir ces derniers siècles. Et on est accompagné aujourd'hui par un certain nombre d'entités de pointe, la PHP, l'École normale supérieure de Cachan, Télécom Paris-Tech, des chercheurs de pointe, mais aussi, encore une fois, des chercheurs ou des ingénieurs ou des citoyens lambda. Et en mars 2016, nous avons sorti un premier prototype que vous pouvez voir ici, donc avec le transducteur qui envoie et reçoit les ondes acoustiques. En effet. Le voilà. Ah, voilà, donc c'est toujours un moment pour nous de joie, d'abord le partager avec vous, et d'émotion, parce que ça a été 6 mois de travail. Et nous avons obtenu cette première image, alors je me rappelle très précisément, c'était le 23 mars à 2h10 du matin, et on a vu comme ça surgir les premières images anatomiques. Et ça consacrait 6 mois d'efforts, et encore une fois, ça a montré que c'était absolument à notre portée. Et dans l'objet, si on le redébouchonne encore une fois, voilà, le cœur de la techno, il est là, c'est un peu le cœur nucléaire de notre dispositif qu'on appelle un transducteur. Et ça coûte très cher, ça coûte 600, 700, 800 euros, et on peut aujourd'hui le faire pour moins de 30 euros. Et figurez-vous qu'on fait ça avec de la colle et de la poudre de verre, et avec, à la fin, une qualité technique comparable à ce qu'on trouve dans le commerce. Donc c'est quelque chose d'absolument remarquable. Donc vous avez compris, on crée Ecopen l'objet, mais aussi une méthodologie, un laboratoire qui soit scalable et déployable. En fait, on est un peu comme une cellule souche. Notre nourriture, c'est l'énergie, c'est la passion des contributeurs. Notre code génétique, c'est notre documentation. C'est très très important, la documentation dans un projet open source. Et on est amené à la partager. Et en fait, on aimerait se répliquer. On se réplique déjà, en fait, et partager ce code génétique avec toutes nos cellules filles pour pouvoir s'adapter à un environnement local et répondre à un besoin qui n'est pas forcément le même que l'on soit dans une région, un pays, un autre. Et voilà, et on se réplique. Et il y a 1 mois, des Algériens nous ont contactés pour construire leur première instance Ecopen à Annaba. Et c'est exactement ça notre projet, c'est de disséminer, de se répliquer. Mais en effet, on attend beaucoup de cette dissémination. Et au fond, derrière le projet Ecopen, il y a quelque chose d'encore plus fort. L'idée, c'est de pouvoir agir sur la médecine, agir sur notre corps, et quelque part se réapproprier ce territoire un peu singulier qu'est le corps. Songez à ce formidable acte de foi lorsqu'on rentre dans un bloc opératoire. Au fond, on délègue son corps au corps médical et on espère le retrouver en bon état. Eh bien, c'est tout ça aujourd'hui qui devient possible. On vit cette époque singulière dont nous sommes ici tous des relais d'une capacité attribuée à la société civile de pouvoir agir sur nos vies, transformer nos vies et transformer la société. Et ça, c'est un formidable message d'espoir parce que nous sommes tous capables de le faire. Oui, un message d'espoir aussi parce que, comme vous l'avez compris, ce projet, il est communautaire, il est collaboratif. C'est-à-dire que n'importe qui peut le rejoindre, apporter ses compétences, les développer. Et face à une innovation technologique, à une course à l'innovation qui reste ancrée dans le même schéma sociétal, dans le même schéma politique, eh bien, Ecopen, on essaie de faire différemment, de réfléchir différemment et de créer à notre façon. Et on s'est dit qu'on pouvait le faire. Nous devons le faire. Voilà.